Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vos grands-parents passaient leurs vacances et leurs week-ends dans leur jeunesse? Moi, j'ai demandé aux miens. Mon premier grand-père m'a raconté comment il construisait des cabanes et jouait à la rivière, des souvenirs incroyables à seulement 10 km de chez lui. Mon grand-père maternel m'a raconté comment il avait fait Paris-Nice à vélo à 15 ans. J'étais contente de le savoir parce que je pensais déjà être la seule de la famille à faire des choses de la sorte à vélo. Surtout, on s'est retrouvés sur une notion essentielle, l'aventure. Vous savez, l'imprévu, ne pas savoir ce qui va se passer et aimer ça quand même. Les galères, nombreuses, mais toujours trouver une solution. Et puis dormir sous les étoiles, manger assis par terre, pédaler pendant des heures sous la pluie en serrant les dents pour que ça passe. Puis surtout les rencontres. Vous savez, ces gens qui sont toujours là pour vous aider à réparer votre vélo, à vous indiquer le chemin ou à faire dormir chez eux. Surtout, je me suis fait la remarque que finalement, cette autonomie, se faire par soi-même, n'est pas vraiment encouragée dans notre société. Pas encouragée, mais extrêmement valorisée. Marco Polo, Tintin, Sylvain Tesson, Mike Horn. Vous les imaginez, le nez collé à leur itinéraire recommandé par 10 000 internautes? Ou bien seulement en train de mettre 3 étoiles sur leur cabane Airbnb parce que, faut pas déconner, le poêle à bois était pas top. Et ce qui nous ferait vraiment autant rêver? Surtout, moi, j'ai eu un déclic quand j'ai parlé de ça à un ami qui travaille dans start-up, dans une sorte d'agence de voyage. Et il m'a dit mais Amélie, les gens n'ont pas le temps d'organiser, hein, et puis ils ne savent pas comment s'y prendre. Bah, comment ça, on n'a pas le temps? On a 5 semaines de congés payés, on n'en a jamais eu autant. On fait partie des pays les mieux lotis. Et puis, comment ça, on ne sait pas s'organiser? Mes grands-parents, je veux bien. Mais nous, on a quand même toutes les informations disponibles en un clic. Les infrastructures pour se déplacer, se loger, les offres touristiques pléthoriques. D'ailleurs, on attend, et même si bien, qu'on a même créé une économie de la recommandation. Vous savez, c'est tous ces acteurs qui nous aident à faire le tri et qui nous disent où exactement dormir, quel tracé choisir, où prendre sa belle photo. C'est les guides de papier voyage, c'est la presse, les médias, les influenceurs, les blogueurs, les agences de voyage, les agences de communication. Et avec ça, on ne sait toujours pas se débrouiller. Étrange. En fait, cette logique mise en lumière par mon ami, c'est celle de l'industrie touristique. Elle nous a conduit à faire reculer notre autonomie, nos super valeurs humanistes de gratuité, de spontanéité et bien plus de choses encore. Et tout cela en seulement un siècle. Pour nous en rendre compte, j'ai préparé un rapide état des lieux que j'ai appelé 120 ans de tourisme, du rien au trop-plein. Prenons une frise chronologique de 1900 à nos jours et quelques repères pour s'y retrouver. 1936, les premiers congés payés, 2 semaines pour souffler, un immense progrès social. 1950, 14 ans après, l'ouverture du premier Club Med. Je vous propose de regarder en détail 4 éléments majeurs de l'histoire du tourisme. Premier élément, la première expédition touristique en Antarctique. C'est 1958. Qu'en est-il aujourd'hui? 4 000 visiteurs dans les années 90, 10 000 en 2006 et 56 000 avant la crise Covid. 56 000 visiteurs qui viennent chaque année se passer sur une toute petite parcelle de banquise riche en biodiversité, donc extrêmement fragile, pendant les 4 mois les moins froids de l'année. Mais soyez rassurés, on a pris des mesures, du coup, pour éviter l'effet de foule, on a limité les bateaux à 500 passagers. Nous sommes sauvés. Surtout, en fait, il semblerait que depuis les années 2000, le selfie manchot soit devenu un rêve universel. Du coup, on est sur une croissance exponentielle avec des visiteurs qui doublent tous les 15 ans. On attend 100 000 visiteurs dans les années 2030. Deuxième élément, la naissance du guide du routard. C'est intéressant parce que finalement, c'est le début de l'ère de la recommandation. C'est 1973. Philippe Glohagen, de retour d'un périple à travers le monde, a l'idée, très intéressante, d'écrire un guide à destination des jeunes fauchés qui voyagent comme lui. C'est le succès qu'on connaît. Aujourd'hui, on en vend 2,5 millions par an. C'est énorme. Mais surtout, entre-temps, la recommandation a changé de camp. Instagram est aujourd'hui la première
source d'inspiration et de choix en termes de voyage, surtout pour les moins de 35 ans. Bah, pourquoi pas, hein, finalement. Sauf qu'en fait, chaque année, ce sont des millions de voyageurs qui traversent le monde pour reprendre l'exacte photo qu'ils ont vue sur Instagram. Des photos qui sont prises généralement dans des lieux magnifiques et qui sont aujourd'hui en surtourisme. Le problème, il est avéré et il est mondial, si bien que de la Nouvelle-Zélande au Wyoming aux États-Unis, les campagnes institutionnelles se multiplient, en essayant de décourager, moquer quelquefois ces comportements mimétiques. En France, en 2019, WWF a même créé une campagne demandant aux Instagrammeurs de ne plus localiser les photos prises dans les lieux naturels, pour éviter les effets de foule. Troisième élément, la naissance de l'aviation commerciale. Symboliquement, on la place en 1914, c'est la première fois qu'un passager a payé son billet pour faire, en l'occurrence c'était un trajet de 30 minutes en Floride, mais il a fallu quand même des années et des années pour que, avec le low cost, l'apparition du low cost et la baisse des prix dans les années 90, les usages décollent. Ou déconnent, c'est selon. Aujourd'hui, on est sur 4,4 milliards de passagers par an. Difficile de savoir si on est vraiment dans le trop-plein. 4,4 milliards, ça ne nous parle pas trop, peut-être sauf si j'ajoute que 90% de l'humanité n'a jamais pris l'avion. C'est donc 10% qui voyagent énormément, et puis les pays émergents qui veulent faire comme nous. Du coup, on est comme sur l'Antarctique, sur une croissance exponentielle. On prévoit 8 milliards de passagers en 2030. Dernier élément, la naissance de Airbnb. Donc là, c'est beaucoup plus récent. 2008, 2 Américains ont l'idée de sous-louer leur colocation à San Francisco et empochent 1 000 € en 3 jours. Le concept est génial. Ils débarquent au bout de quelques années en Europe. Qu'en est-il du trop-plein? Barcelone. Les grèves anti-touristes se multiplient. En cause, la dégradation de la qualité de vie, la touristification, la hausse des loyers, et puis l'incapacité pour les habitants de se loger, parce que les locations sont réservées aux vacanciers. Alors, de ce bref état des lieux, on peut établir 2 constats. Le premier, c'est que le tourisme, même quand il naît d'une belle idée, généralement, quand il passe à grande échelle, il a des effets environnementaux et sociaux dévastateurs. Le deuxième constat, c'est que le trop-plein, depuis les années 2000, arrive extrêmement vite. Les usages se diffusent extrêmement vite, parce que la mondialisation et les réseaux sociaux ont fait naître des rêves universels pour tout le monde, et ce, très très rapidement. J'ai un 5e élément, il y a du rab. C'est le développement de la micro-aventure. La micro-aventure, c'est le fait de partir à l'aventure autour de chez soi. Pas besoin de partir dans l'Himalaya. L'espace de quelques jours, on prend un vélo, ses chaussures de rando, un TER, et on se retrouve dans la nature. Qu'on soit citadin, aguerri ou non, on peut tous vivre l'aventure près de chez soi toute l'année. Génial. C'est un peu la solution que le tourisme n'attendait plus. Sobre, durable, local. Génial. On comprend du coup que la presse s'en soit emparée rapidement et les stratégies touristiques. C'était en 2017. Puis il y a eu les entrepreneurs, les start-upers, les applications, les plateformes de réservation. Vous me voyez venir? Est-ce qu'en 4 ans, on pourrait déjà être au trop-plein? Je vous laisse regarder. En fait, en France, nos milieux naturels ont extrêmement souffert les 2 derniers étés précédents, du fait que nous soyons restés en France, tous à vouloir nous reconnecter à la nature. Il y a eu la surfréquentation, mais il y a aussi eu les incivilités qui dérangent la faune et la flore, parce qu'en fait, on n'a plus vraiment les codes. 100 ans d'industrie du tourisme et de sociétés de consommation ont profondément changé notre rapport à la nature. Et si je suis là ce soir, c'est parce qu'on est réellement à un point de bascule. Vous ne le savez peut-être pas, mais les parcs ont pris des mesures restrictives qui s'imposaient. On va perdre notre liberté, la gratuité totale que nous avons en France, qui est presque une exception mondiale. Est-ce que vous avez déjà essayé de bivouaquer en Belgique? C'est interdit. Ou de faire une randonnée de plusieurs jours en Nouvelle-Zélande. Il faut réserver des mois à l'avance et puis payer chaque hébergement. Passer votre week-end dans un parc national aux États-Unis. Il faudra payer le prix d'entrée.
Ou bien juste faire une simple randonnée sur un sentier balisé en Argentine ou dans d'autres pays. Ça n'existe pas. Tout est de l'ordre de la propriété privée. On a une chance incroyable en France, sans vraiment s'en rendre compte d'ailleurs, parce que cette liberté, pour la garder, il faut avoir inculqué de la conscience, de la connaissance et de l'humilité. Et ce n'est pas vraiment le choix de société qu'on a fait. Alors, face à ce constat, le secteur touristique propose des solutions. C'est les mêmes en France d'ailleurs et aux quatre coins du monde. La première, ce sont donc les mesures restrictives. Limiter les accès. C'est par exemple mettre des quotas, comme sur l'île de Porquerolles dans le Var. Mettre en place un système de réservation, comme ça sera le cas pour les calanques à partir du printemps prochain. Ou interdire. On n'a plus le droit de bivouaquer en Chartreuse et dans le Mercantour, par exemple, depuis cet été. Ce sont des mesures absolument nécessaires à très court terme, mais sont-elles vraiment des solutions d'avenir? Est-ce que la solution, c'est vraiment de tout interdire et de réduire? Qui voudrait vivre dans ce monde-là? Deuxième solution, la gestion des flux par le marketing et la promotion. Il y a 10 ans, les acteurs de la recommandation nous proposaient les 10 sites incontournables à ne pas manquer. 10 sites qui sont aujourd'hui en surtourisme, et c'est problématique. Du coup, on innove. Et on nous propose les 5 randos, ou mieux, les 5 spots nature où personne ne va. Est-ce qu'on a vraiment une solution? Ou est-ce qu'on déplace un tout petit peu le problème? Il y en a d'autres de solutions, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est de chercher à réduire les effets négatifs sans jamais travailler sur les causes. On appelle ça des stratégies de mitigation, mitiger les effets négatifs. Vous en connaissez plein. Il y en a pas mal dans notre société, c'est par exemple la compensation carbone. Quand on vous propose de payer un peu plus cher votre billet d'avion pour replanter des arbres. En fait, le plus efficace, c'est juste de moins émettre. Ou alors le tri du plastique. On se dit, je fais une bonne action. Sauf qu'en France, en fait, on peut recycler que 30% du plastique. Le seul moyen d'éviter la pollution plastique, c'est juste de moins produire et moins consommer. En parallèle, il y a une autre approche, c'est tout simplement de s'adapter, revoir en profondeur nos modes de pensée, nos modes de vie, notre façon de produire et de consommer. Ça s'appelle la stratégie d'adaptation d'ailleurs. Et moi, c'est la partie que je préfère parce que finalement, c'est la partie la plus enthousiasmante. Il faut tout réinventer dans notre monde. Surtout, ça fait la part belle à d'autres acteurs. Vous savez, ce qu'on appelle gentiment les idéalistes, les rebelles, les créatifs, ceux qui ont des idées un peu radicales. Ceux qui osent remettre en question un système économique finalement qui profite à tous. Et là, il faut que je vous avoue quelque chose. Je fais moi-même partie de la poignée d'entrepreneurs qui ont démocratisé la micro-aventure en 2017 en France. Et quand j'ai vu que ça prenait un tel engouement très rapidement, j'ai choisi de faire un pas de côté. Et j'ai ouvert une école pour adultes au format associatif. Une école qui fait la part belle à l'autonomie, à l'apprentissage sur le terrain, au développement de l'esprit critique, un peu comme on le fait ce soir. C'est vraiment une toute petite initiative. Hein. Pas de quoi être l'entrepreneur de l'année. Pas de quoi non plus revendre ma boîte à 5 ans. Hein. Moi, ce que j'avais envie de montrer, c'est qu'on pouvait encore agir, faire, entreprendre différemment, si tant est qu'on a envie de mettre l'intérêt général et le bien public vraiment au centre de tout. Stratégie d'adaptation. Et si, fort du constat que nous venons de dresser, on prenait un grand virage, si on remplaçait la consommation par l'éducation, imaginez en 2030 que l'écologie soit enseignée au collège et au lycée, avec une partie sur le voyage, comment voyager sobrement, et comment peut-être faire autre chose que voyager pendant son temps libre. Imaginez que chaque année, 2 régions françaises soient fermées au tourisme pour laisser la nature se régénérer, et qu'on propose aux habitants de participer, à en prendre soin, à la régénérer, à apprendre vraiment à être avec la nature. Imaginez qu'on ouvre des maisons de l'aventure dans chaque ville, libres d'accès, on prend un thé glacé, on regarde les cartes avec un animateur pour nous aider, des soirées documentaires, des débats. Est-ce que ça mettrait des années à changer les mentalités, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de commencer dès maintenant? J'imagine ce que vous vous dites, que ce sont des beaux rêves, que c'est de l'ordre de la puissance publique et politique. Certes, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, demain, à notre échelle, de manière très concrète? J'ai 3 pistes d'action à vous proposer. La première, c'est de cultiver notre imagination au lieu de l'inspiration qu'on trouve en ligne.
Travailler notre envie, notre curiosité, c'est peut-être la meilleure des solutions pour avoir d'autres rêves et d'autres vacances que tout le monde. La deuxième piste d'action, c'est de repasser par le local, d'éviter les intermédiaires, de passer par des petits guides locaux, et puis de demander aux habitants. C'est toujours ceux qui vous donneront les meilleurs conseils, ceux que vous ne trouverez jamais sur Internet. Troisième piste, faites-vous initier. On a en France des milliers d'associations, de fédérations, de clubs alpins qui préexistaient à l'industrie touristique, avec des bénévoles qui donnent de leur temps pour baliser, entretenir les sentiers, transmettre leur savoir et leurs connaissances. En fait, les solutions, elles sont déjà là. Il s'agit juste de changer d'échelle pour éviter de reproduire une massification aujourd'hui problématique par une autre massification qu'on appelle sobre, durable, green, ce que vous voulez. Nous sommes réellement à un point de bascule. Nous nous devons de reconquérir notre rapport à la nature et notre temps libre. Nous nous devons de remettre du sens et des valeurs dans la manière dont nous passons nos vacances et nos week-ends. Faire naître d'autres rêves pour la jeune génération que celle de poster des paysages sur Instagram. Il existe encore dans ce monde des choses qui ne s'achètent pas, et l'aventure en est une. On y apprend des savoir-faire, des savoir-être, que ni vos parents ni l'école vous transmettront. C'est l'école de la vie, ça demande de la sueur, du temps, de l'apprentissage par l'expérience, mais qu'est-ce que ça grandit, qu'est-ce que c'est bon. Surtout, on y apprend une chose essentielle. Le sandwich, posé sur les genoux, après une longue matinée de marche, on y comprend que le juste assez a davantage de saveur que le trop-plein. Merci.